Donc, nous avons lancé ce webinaire avec Aura 2E, qui est un autre réseau régional. Les réseaux régionaux de la commande publique ont été construits en fonction des territoires à des temporalités différentes et sont portés de façon différente aussi en fonction de leur histoire. Mais nous avons tous le même objet qui est de pouvoir appuyer la montée en compétence des acheteurs de la commande publique durable. En effet, le dernier plan national des achats durables mentionne des objectifs assez ambitieux sur de l'achat de plus en plus vertueux, que ce soit de façon sociale, de façon environnementale ou de façon économique. Donc, nous travaillons ensemble sur nos territoires pour pouvoir voir comment cela peut se mettre en œuvre. On a des missions diverses de sensibilisation, de journées techniques, d'outillage, de création d'outils, de groupes de travail, des formations et donc des webinaires thématiques tels que nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous sommes coordonnés par le Commissariat général du développement durable qui émane du ministère de la Transition économique, ministère de la Transition écologique, pardon, et avec qui nous travaillons en étroite collaboration, notamment pour la création du futur plan national des achats durables et puis pouvoir répondre aussi aux enjeux et aux ambitions de l'État. Donc, nous, Résoc, nous sommes en Occitanie. Donc, Blandine Ménard, j'anime et coordonne ce réseau. J'ai ma collègue Élise Giovanni qui est présente sur ce webinaire aussi. Et je vais passer la main à Aura 2E avec qui nous avons monté et construit ce webinaire parce que on aime bien aussi mutualiser nos compétences et nos forces vives pour pouvoir travailler ensemble aussi au national. Donc, je te laisse te présenter, Catherine, avec Aura 2E. Merci Blandine. Donc effectivement, ORA2E, c'est le Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, donc l'agence régionale. On est multithématique, mais on a un volet aussi commande publique durable qui existe avec un réseau régional qui existe depuis 2002. Et donc moi, je suis Catherine Prenard, responsable commande publique durable à l'agence. Et moi, je suis Vianney Chrétien et je travaille aussi avec Catherine et je suis chargé de projet du pôle territoire. Voilà. Je vous propose de faire en préambule, avant merci à nos intervenants et avant de leur laisser la parole, de rappeler pourquoi euh, on a décidé d'organiser ce webinaire. Euh, donc le prix, l'objectif, c'est vraiment de vous aider, vous, acheteurs publics, à rédiger vos contrats d'achat de fournitures en électricité renouvelable. Il y a une question aussi de ce qu'on voulait, c'était l'orienter vers l'achat d'électricité renouvelable en circuit court et ou local, on le verra par la suite. Et donc, c'est un moyen aussi de sécuriser l'approvisionnement, puisqu'on a vu, on voit que les prix de l'électricité sont très variables, notamment ces dernières années, et on va le voir juste après. On rappelle l'objectif national qui est de 2030, l'objectif 2030 de 40% d'électricité renouvelable, avec la part que je vous présente ici, mais que je détaille pas, qui est la part de production énergie renouvelable par filière, avec des objectifs en TWh et en pourcentage, avec une croissance assez nette sur le solaire et un peu moins importante sur l'éolien, euh, et avec des installations hydrauliques historiques, mais beaucoup moins de croissance depuis les dernières années. Je parlais du prix tout à l'heure, donc le prix, effectivement, on a vu une forte, très forte hausse suite à la crise énergétique en 2022, avec un prix du marché européen de 275 euros par mégawattheure, donc un prix vraiment important qui a eu des impacts forts sur les consommations et la facture d'énergie, notamment des collectivités locales, mais pas que. Et un retour en 2023 à un niveau un peu plus stable. Mais on voit bien qu'il y a une forte volatilité et une tendance 2024-2025 avec là aussi des prix très variables en fonction sur ce marché spot, notamment liés au contexte géopolitique et à la production de gaz et de nucléaire. On a
Pourquoi on a fait aussi ce webinaire maintenant? Mais parce que en 2023, il y a eu la loi APER. Vous aurez plus de détails par la suite par nos intervenants. Euh, Juste en synthèse, en résumé, avant la loi APER, on passait, enfin, un acheteur public pouvait passer des contrats de fourniture classiques avec un approvisionnement sur les marchés par l'intermédiaire d'un fournisseur. On pouvait acheter évidemment de l'électricité renouvelable via les garanties d'origine. Et depuis la loi APER, on peut s'approvisionner en direct. Et c'est ce qu'on verra dans les témoignages par la suite. Le Code de l'énergie a ajouté aussi la possibilité de se fournir en autoconsommation. Et là aussi, vous aurez un descriptif de la façon dont on peut s'approvisionner en autoconsommation collective ou individuelle. Euh, voilà ce qu'on vous a résumé et c'est ce qui va vous être présenté lors de ce webinaire, c'est les garanties d'origine, mais juste un rappel très très rapide. L'objectif, c'est pas de mettre l'accent sur les garanties d'origine, puisque c'est des choses qui existent depuis pas mal d'années. Mais on va faire un focus particulier sur l'autoconsommation et sur les contrats d'achat direct de long terme, ou de son petit nom, CADER ou PPA. Et puis on rappelle évidemment, puisque effectivement c'est notre rôle, nous aussi agence régionale, sur ces sujets, que acheter de l'électricité, c'est renouvelable, c'est vertueux, mais c'est vertueux si effectivement on pense à la réduction de sa consommation d'énergie et sobriété énergétique et efficacité énergétique. Blandine, je te laisse la main. Merci. Donc effectivement, après ces éléments de contexte et de préambule pour positionner un petit peu ce webinaire, on va voir ensemble ces différents éléments. Donc d'abord un aspect plutôt technique et juridique d'un achat d'électricité verte avec Espoul et la FNCCR, mais elles se présenteront tout à l'heure. En tout cas, on va voir cet aspect plus opérationnel, mais sur un aspect réglementaire. Et ensuite, nous basculerons sur des témoignages avec un témoignage d'acheteur avec Nantes Métropole, un témoignage de fournisseur avec Racine et avec un syndicat de territoire d'énergie du Tarn pour terminer. Tu peux passer la slide suivante, Catherine. Et donc voilà, les interlocuteurs pour pouvoir mener ce programme. On va commencer avec Cécile Fontaine et Fanny Lavoué d'Espul et de la FNCCR. Nous avons Emmanuel Dion de Nantes Métropole pour le témoignage de son montage de marché, avec Tristan Songy-Voltaire qui a obtenu ce marché. Ensuite, Arnaud Rosy pour Racine et Catherine Moncet du syndicat du Tarn. Cécile et Fanny, je vous passe la parole pour la suite. Oui, merci beaucoup. Donc, Fanny Lavoué, je travaille pour l'association Espul. On est une association qui notamment anime le site photovoltaïque.info que vous connaissez peut-être. Et pour ma part, je suis en charge de l'accompagnement des collectivités. Alors, dans ce webinaire, je vais prendre la casquette du producteur pour vous expliquer un peu les enjeux qui sont liés à la partie amont de la signature des contrats, qui est la partie production. Et comme on va parler d'autoconsommation, je vais revenir juste pour être certain qu'on parle de la même chose sur ce que c'est que l'autoconsommation. Quand vous avez une installation de production photovoltaïque, vous avez trois possibilités de la raccorder au réseau. La première, c'est de la raccorder directement au réseau sans passer par votre installation intérieure, ce qu'on appelle un raccordement en injection de la totalité. Et dans ce cas-là, votre valorisation, eh bien, vous devez la trouver ailleurs que dans l'autoconsommation. Deuxième possibilité, vous pouvez raccorder votre installation en passant par votre installation intérieure. Vous allez donc en autoconsommer une partie, et dans ce cas-là, vous êtes en un raccordement en injection des surplus. Donc vous allez autoconsommer une partie et avoir une partie de vos surplus que vous injectez dans le réseau à valoriser. Dernière possibilité, vous êtes en autoconsommation totale. Dans ce cas-là, vous autoconsommez tout et vous n'avez pas de surplus à valoriser. Quand on est producteur, on réfléchit toujours à comment on va pouvoir valoriser notre production, parce que c'est ça qui nous permet de déterminer comment on va rentabiliser notre investissement initial, investissement avec lequel on a fait construire l'installation photovoltaïque et qu'on l'exploite.
Effectivement, je vais passer à la slide d'après. Donc, si on reprend les trois grandes catégories que je viens de vous donner sur le raccordement, on a l'injection totale, l'injection des surplus ou autoconsommation totale. Et en fonction de ces modes de raccordement, eh ben, on peut valoriser de façon différente notre électricité. Alors là, je vous ai dressé tout un panel de modes de valorisation possibles. Tu peux passer à la slide d'après. L'idée, c'est pas de vous les détailler, simplement pour faire le lien avec la question des garanties d'origine, se dire qu'une installation photovoltaïque, euh, si vous êtes en autoconsommation individuelle, il n'y a pas de garantie d'origine pour la partie que vous autoconsommez. En revanche, si vous avez des surplus et que vous avez demandé à bénéficier de l'aide de l'État sous la forme de l'arrêté tarifaire, donc un soutien à rachat de votre électricité avec un tarif qui est garanti sur 20 ans, dans ce cas-là, l'État, lui, récupère les garanties d'origine et ensuite les remet sur les marchés. Et donc potentiellement, si vous avez une offre d'achat d'électricité verte, on va dire hors additionnalité, les garanties d'origine que vous avez, potentiellement, elles proviennent d'installations qui sont sous arrêté tarifaire. Je m'arrête là pour passer la parole à Cécile Fontaine pour la suite. Merci Fanny. Donc, bonjour à tous, Cécile Fontaine. Moi, je suis chef département affaires publiques et juridiques de la FNCCR. La FNCCR est une association de collectivités locales compétentes en matière d'énergie, en particulier les métropoles et les syndicats d'énergie, qui sont propriétaires des réseaux de distribution d'électricité et qui ont de longue date, en fait, depuis la libéralisation des prix de l'énergie, mis en place des gros groupements de commandes, des fois à des échelles départementales, voire régionales, des groupements de commandes qui permettent du coup d'acheter l'électricité et le gaz pour les collectivités qui sont situées sur son territoire. Donc ils ont développé une expertise assez pointue en la matière. Et comme on l'a rappelé en préambule, au moment de la crise énergétique, il y a eu des interrogations sur est-ce qu'on ne peut pas trouver des nouveaux modes de commercialisation qui permettent de décorréler le prix de la volatilité des marchés. Donc, on a travaillé au sein de la fédération sur ce sujet et on a essayé de faire évoluer un petit peu les textes. Alors, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Là, Fanny vient de vous présenter en effet les différents, enfin la façon de se raccorder au réseau dans le cadre d'une opération d'autoconsommation. Et là, moi, je vais vous présenter plutôt le cadre juridique qui vient encadrer cet aspect technique. Souvent, le juridique, d'ailleurs, et vient après la partie technique. Et donc, dans la loi APER, une loi de 2023, on a réussi à insérer des nouvelles dispositions dans le Code de l'énergie pour vraiment valider le fait, enfin autoriser explicitement les collectivités, les acheteurs publics de manière générale, à s'approvisionner en énergie renouvelable, pas que grâce à des garanties d'origine, mais également directement auprès d'un producteur, ce qu'on appelle les circuits courts. Donc on vous a mis les dispositions et l'article du code concerné. C'est pas dans le code de la commande publique, c'est dans le code de l'énergie, mais ça a beaucoup d'impact sur la commande publique. Et vous voyez déjà les 3 points. Donc là, on se focalise sur le premier point, qui est l'autoconsommation individuelle. Alors, petite précision, l'autoconsommation individuelle, on n'est pas véritablement dans de la vente d'électricité, puisque comme Fanny vient de le montrer avec les schémas, vous voyez que le consommateur, il est également producteur. Donc, on ne va pas évidemment s'acheter sa propre électricité. En revanche, il peut y avoir de la commande publique parce que très souvent, je pense à une commune, par exemple, qui veut installer une centrale sur sa toiture et la consommer sur le site même, ne va pas le faire toute seule et va faire appel à du tiers investisseur, à un opérateur. Donc là, il y a de la commande publique parce qu'on peut faire appel à ce tiers dans le cadre soit d'une concession, soit d'un marché. Voilà, donc je vous ai mis le cadre là et je crois qu'on peut passer à la diapositive suivante pour préciser également. Oui, n'hésitez pas s'il y a des questions. Pour préciser donc la définition qui est donnée dans le Code de l'énergie de l'autoconsommation, on doit bien distinguer l'autoconsommation individuelle, donc ce que vient de présenter Fanny. On est sur un même site et il y a une seule personne qui est à la fois producteur et consommateur et c'est une façon de valoriser son électricité produite localement. Alors ça permet aux communes en plus de répondre aux nouvelles obligations, enfin aux collectivités de manière générale, aux nouvelles obligations qu'elles peuvent avoir de solarisation de leur bâtiment. Donc ça, c'est l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective, on le verra après. Là, pour le coup, comme le dit l'intitulé, on est sur un groupe de producteurs et de consommateurs. Il faut au moins un producteur et au moins un consommateur. Il faut être au moins deux. Et on développera ça plus loin. Fanny, je te laisse
Oui, juste à nouveau pour faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. Nous, en tant que producteurs, il faut qu'on arrive à valoriser notre électricité pour rentabiliser notre investissement et en même temps à être suffisamment concurrentiel pour que il y a bien des gens qui veulent de notre électricité. Le photovoltaïque, ça produit sur 20, 30, éventuellement, dans les meilleurs des cas, 40 ans, à un tarif qui est cible et qui est fixe, pardon, et qui, du coup, parfois est plus intéressant que le tarif de marché, ce qui était le cas dans la crise, parfois est moins intéressant que le tarif de marché. Et donc, dans le cas où il est moins intéressant que le tarif de marché, il y a deux dispositifs qu'a mis en place l'État pour soutenir la production renouvelable. C'est d'une part les tarifs, pardon, les dispositifs de soutien au surplus, à ce qui est injecté dans le réseau, et un dispositif d'exonération de taxes qui permet de faire en sorte que quand il y a de l'autoconsommation, on ne paye pas toutes les taxes et donc c'est concurrentiel par rapport à une offre de fourniture. Et donc là, je vous ai fait un petit zoom pour vous montrer que quand on est en autoconsommation individuelle, comme on n'utilise pas le réseau, on va pas devoir, en tant que consommateur, payer la partie rouge, qui est la partie turque, donc tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Et on va pas non plus avoir à payer la partie verte, qui est la partie qu'aujourd'hui on appelle l'ACCIS, ancienne CSPE, ancienne TICFE, pour des installations de moins de 1 méga. Et donc ça nous permet d'avoir un tarif en autoconsommation qui est moindre que celui qu'on a en complément de fourniture. Voilà pour cette partie. Donc là, on est toujours sur le même article dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est là on va maintenant s'intéresser vraiment à l'autoconsommation collective. Là, pour le coup, on est vraiment dans de la vente parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un producteur et au moins un consommateur, le producteur vendant son électricité à un consommateur, et cette fois-ci en passant nécessairement par le réseau public. Les deux sont raccordés au réseau public d'électricité. Fanny, je te laisse ensuite compléter Oui, sur alors l'aspect technique. oui, deux mots sur l'autoconsommation collective. Sur pardon, je recommence. Pour être en autoconsommation individuelle, il faut être raccordé à l'installation électrique du consommateur. Et donc, ça voulait dire qu'une installation photovoltaïque ne pouvait être raccordée qu'à une installation électrique d'un seul consommateur. Si on voulait avoir deux consommateurs, par exemple sur une copropriété, où on avait plusieurs appartements qui souhaitaient bénéficier de la même toiture, et on était obligé de couper l'installation techniquement en deux, et donc lui faire deux points de raccordement, etc. Donc deux, ça allait, mais si on multipliait pour une copropriété de plus grandes personnes, on se retrouvait à devoir faire éventuellement 10 installations distinctes pour alimenter 10 appartements. Là, on arrive évidemment aux limites du modèle, et du coup, la proposition qui a été faite a été d'adapter le cadre légal pour faire qu'en sorte qu'avec une seule installation, on puisse alimenter plusieurs consommateurs. Tu peux passer à la slide d'après. Et donc, pour ça, c'est une reconstitution des flux a posteriori. Tu peux encore passer à la slide d'après. Et du coup, ça consiste à regarder combien d'installations produit et ensuite à l'affecter à la consommation de différents consommateurs. Tu peux encore passer à la slide après, ouais, j'ai été plus vite. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Un compteur en sortie d'onduleur, et ensuite, on va affecter les flux aux différents appartements en déduction de leur consommation. Donc, l'autoconsommation collective, c'est une autoconsommation virtuelle. Voilà ce que je voulais vous préciser. Et peut-être une dernière chose, oui. Un élément important pour les collectivités qui ont des installations en fonctionnement. Simple rappel, vous pouvez basculer en autoconsommation collective toutes vos installations qui relèvent de l'arrêté tarifaire S21, donc postérieur à octobre 2021, qu'elles soient avec un raccordement en injection de la totalité ou un raccordement en injection des surplus. Alors c'est un peu contre-intuitif, mais on peut quand même combiner un raccordement en injection de la totalité et de l'autoconsommation collective. Je m'avance pas plus là, c'était juste pour faire ce petit rappel. Donc, encore une fois, voilà, techniquement, c'est très simple. On l'a vu, hein, on a des échanges d'électricité. Effectivement, il y a un aspect virtuel dans la mesure où il y a pas, on n'est pas sur une boucle privée. C'est-à-dire qu'on ne va pas tirer une ligne privée
entre les différents participants, on est bien sur le réseau public et le droit, donc, du coup, à organiser un petit peu ces échanges. Donc, là, encadré. Euh, Là, on est vraiment dans de la vente, puisque je vous le disais, hein, il faut qu'il y ait au moins un producteur et un consommateur, le producteur vendant au consommateur, et les deux sont raccordés au réseau. Le périmètre, en fait, qui a été, parce que la boucle doit être encadrée par un périmètre géographique limité, il a été peu à peu élargi, hein. C'est une réglementation qui date de 2000, Non, je 2017 crois qu'elle avait un question. Pardon. et qui n'a cessé d'être élargie. Aujourd'hui, le principe, c'est un périmètre de 2 kilomètres, mais en réalité, il y a beaucoup d'exceptions pour aller jusqu'à 20 kilomètres, notamment quand on a des communes d'une densité assez faible, des communes rurales. Et puis, on a même des cas qui vous concernent particulièrement, où on peut avoir une opération d'autoconsommation collective carrément à la maille d'un EPCI entier ou d'une commune. Donc, ça peut être n'importe quelle, enfin, la ville de Paris, la ville de Lyon ou la métropole de Nantes, qui sont intégralement en autoconsommation. Mais dans ce cas-là, dans la boucle, seuls peuvent participer des consommateurs et de producteurs publics ou parapublics, hein. On ne peut pas mettre des sites privés dans ce cadre. Par contre, quand on n'est pas dans cette dérogation-là, une boucle peut accueillir vraiment tout le monde. Ça peut être des particuliers, des communes, des PME. Et c'est ça qui est très intéressant parce que les boucles locales que mettent en place, la majorité d'ailleurs sont mises en place par des collectivités, elles sont ouvertes. Donc, il n'y a pas que les collectivités qui participent, il y a également des personnes privées, voire des particuliers. On peut passer à la slide d'après. On a un dispositif dans le Code de l'énergie spécifique au secteur du logement social où on facilite en fait l'autoconsommation avec l'idée de pouvoir aussi lutter aussi contre la précarité énergétique. Donc, on a permis aux organismes HLM de développer des centrales en toiture et du coup de jouer le rôle de personne morale organisatrice. Je préciserai plus tard ce que c'est et de pouvoir comme ça échanger l'électricité produite sur le patrimoine de l'organisme HLM et de les échanger donc entre les locataires qui participent du coup à l'opération de plein droit, sauf s'ils refusent. Donc, vous voyez, c'est assez intrusif, mais ça fonctionne assez bien. Si on place à la diapo d'après, alors l'autoconsommation collective, ça a mis un peu de temps à démarrer. Je vous disais, c'est une réglementation de 2017. Je vois la question effectivement dans le chat et on va en parler juste après sur comment on sélectionne parce que c'est vraiment la grande question en commande publique. J'y viens tout de suite. Mais avant la commande publique, on a des contraintes supplémentaires qui, au début, ont pu un peu bloquer le développement de ces opérations. Les contraintes, c'est bon, il faut déclarer évidemment son installation auprès du gestionnaire de réseau, Enedis ou les régies d'électricité. Et puis surtout, il faut signer une convention d'autoconsommation collective où on va définir, en fait, avec le gestionnaire de réseau, on va définir comment on se répartit, comment on s'échange, pardon, les volumes entre les participants. Et pour cela, donc, pour signer cette convention, faut constituer une personne morale organisatrice qui va représenter chacun des participants à l'opération et notamment à l'égard du gestionnaire de réseau. Ça peut paraître fastidieux, mais j'étais à une réunion là lundi où Enedis nous montrait que ces boucles, elles ont doublé ces dernières années. Ça fonctionne énormément et encore une fois, beaucoup dans le secteur public. Et évidemment, le surplus d'électricité qui n'est pas consommé entre les participants, on peut le valoriser sur les marchés ou dans le cadre de dispositifs de soutien. Alors, on peut passer à la diapo d'après Ah oui, avant la commande publique, Fanny, je te laisse présenter les Eh ben, sur le disponibilités. même modèle que ce que je vous ai présenté précédemment, la question est de savoir est-ce que l'électricité qui est échangée dans le cadre d'une boucle d'autoconsommation collective arrive à être compétitive par rapport à un complément de fourniture traditionnel. Et ben, à nouveau, on va regarder l'empilement des coûts. Sur la partie turpe, ah ben, il est dû parce que l'électricité transite par le réseau d'électricité. Et sur la partie verte, la session électricité, la loi de finances nous dit qu'il n'est pas dû, mais pour le moment, on a quand même encore une petite incertitude parce qu'il y a un rescrit qui va plutôt dans l'autre sens. Donc sur la partie verte, pour le moment, on attend d'avoir des éclaircissements. Et juste pour préciser par rapport à ce que tu disais à l'instant, Cécile, il faut effectivement plusieurs producteurs ou consommateurs dans une boucle, sachant que c'est considéré comme des points de livraison. Donc une même collectivité, avec ses différents points de livraison, peut tout à fait faire une boucle d'autoconsommation collective à elle seule, ce qu'on appelle, c'est une modalité qu'on appelle autoconsommation collective patrimoniale, même si elle n'existe pas sous ce terme-là dans les textes. Et donc ça lui évite d'avoir à créer une PMO, par exemple.
Oui, tu fais bien de le préciser. Effectivement, il y a cette possibilité-là qui est tout à fait admise et qui fonctionne d'ailleurs très bien. La plupart des boucles mises en place sont d'abord des opérations patrimoniales. Ça permet d'échanger en fait entre les différents sites d'une collectivité l'électricité qui est produite sur l'un de ces sites. Alors, on peut passer à la diapo d'après parce que le vrai sujet, c'est celui-ci, c'est comment on articule cette boucle d'opération d'autoconsommation collective avec la commande publique. La loi APER a autorisé en fait les collectivités à y participer. il faut que elle avait dit. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros? Merci. Elle a autorisé les collectivités à y participer et à acheter de l'électricité dans ce cadre, mais en précisant bien que, évidemment, on n'allait pas pouvoir être dispensé des règles de la commande publique. Elle a précisé quand même un point qui est très important, c'est aussi la possibilité dans ce cadre d'acheter de l'électricité sur du long terme. Parce que quand on participe à ce genre d'opération, où on achète directement à un producteur, bien souvent, il va falloir amortir les investissements qu'on a réalisés qu'on a supportés pour réaliser l'installation de production, quand c'est une nouvelle installation. Et donc, ça va permettre, en fait, d'acheter des contrats, passer des marchés sur 20 ans, ce qui est vraiment pas intuitif, hein, quand on fait de la commande publique, des marchés de 20 ans pour acheter de l'électricité et ainsi lisser l'amortissement, enfin pour pouvoir tenir compte, pardon, de l'amortissement des investissements réalisés. Donc ça, c'est vraiment l'apport de la loi APER. Pour ce qui est de l'autoconsommation collective, comment organiser une procédure de mise en concurrence alors que l'acheteur, la commune, je donne l'exemple d'une commune, qui adhère à une personne morale organisatrice en disant je veux participer à cette boucle, et donc en y adhérant, quelque part, elle accepte d'acheter au producteur qui est dans la boucle en question. En principe, on est censé quand même appliquer les règles de mise en concurrence. À la fédération, on considère que on peut avoir une lecture assez souple du code de la commande publique qui prévoit d'ores et déjà une dérogation. Hein, c'est pas propre évidemment à l'autoconsommation collective. Je vous ai mis là l'article en question, le R2122-3, qui dit que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour des raisons techniques ou l'existence de droits exclusifs. Et nous, on considère que comme le législateur a autorisé un acheteur public à acheter de l'électricité dans le cadre d'une opération d'autoconso, donc à faire le choix d'être dans de la CC plutôt que de s'approvisionner sur le marché. Il n'a pas à mettre en concurrence les deux. Eh bien, si son site de consommation se trouve être dans le périmètre géographique d'une boucle d'autoconsommation collective, il se trouve bien qu'il n'y a qu'un producteur, qu'un opérateur qui est en mesure, dans le cas de cette boucle, de lui fournir en électricité, et du coup, il n'aurait pas à mettre en concurrence. Alors, j'ai bien conscience que cette lecture est assez audacieuse, hein, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des opérations d'autoconsommation collective, il n'y a pas de mise en concurrence. Ça n'aurait aucun sens de participer à une boucle pour ensuite publier un avis de publicité et dire finalement qui veut m'approvisionner en électricité. Voilà. On attend quand même des confirmations de la part de la direction des affaires juridiques de Bercy notamment sur ce point-là, mais on pense que cette dérogation, au cas par cas, peut s'appliquer à l'autoconsommation collective. Alors, oui, audacieux, effectivement, vous considérez qu'on l'achat en ECC représente un besoin différent. Alors, désolé, je vais essayer de lire Il y a un temps de questions-réponses après, hein, donc Ah, peut-être pardon, d'accord. Donc, je ne m'occupe pas des... Pardon, ce sera on plus pourra simple y comme ça, répondre tout effectivement. à l'heure. Voilà. Ouais. Non, mais je répondrai parce que je sais que c'est un point C'est important. assez, voilà, important. On peut passer à la diapo d'après. Donc là, on va passer maintenant au dernier mode de commercialisation directe, qui est le contrat de vente directe d'électricité. Autrement appelé, alors vous avez sans doute vu cet acronyme, un PPA pour Power Purchase Agreement. Évidemment, la loi française, heureusement, n'a pas repris le terme anglais. Elle prend contrat de vente directe. Et puis, on a un acronyme qui est maintenant devenu célèbre, mais Emmanuel Dion en parlera tout à l'heure, c'est le CADER pour contrat d'achat direct d'énergie renouvelable. Pardon. Donc, il fait le même objet, il fait l'objet des mêmes dispositions dans le Code de l'énergie. Et c'est très intéressant parce que du coup, justement, il va permettre de passer ce type de contrat sur une durée longue. Alors, ce contrat d'achat direct d'électricité renouvelable, c'est une notion qu'on a dans le droit européen, une directive énergie renouvelable de 2018. On est vraiment dans une logique de circuit court et je tiens tout de suite à préciser que circuit court ne veut pas forcément dire local.
puisqu'il y a un sujet sur est-ce qu'on peut mettre un critère local dans nos marchés. Là, contrairement à la boucle d'ACC, il n'y a pas de périmètre géographique. Concrètement, une commune située dans le nord de la France peut acheter, dans le cadre d'un contrat de vente directe, à un producteur qui est situé dans le sud de la France de l'électricité. Donc, absolument aucune contrainte non plus de faire partie d'une personne morale organisatrice. C'est beaucoup plus, en termes de formalité, c'est beaucoup plus léger. Voilà, on est dans cette logique de circuit court tout simplement parce qu'il y a cette désintermédiation entre un producteur et un consommateur final. On n'a pas entre les deux le fournisseur qui fait de l'achat pour revente. En revanche, ce contrat d'achat direct, donc CADER ou PPA, il faut bien voir qu'il ne pourra jamais être complètement autonome puisque l'énergie renouvelable, c'est intermittent, donc ça couvrira pas tous les besoins de la collectivité. Et donc, il faut toujours conserver, et c'est le cas d'ailleurs de l'autoconso collective et de l'autoconsommation individuelle, je l'ai pas précisé avant, mais c'est exactement pareil. Il faut toujours conserver pour le reste, qui d'ailleurs, des fois, la consommation résiduelle, c'est peut-être la consommation principale, parce que le contrat de vente directe peut couvrir une toute petite partie de la consommation. Eh bien, il faut conserver un contrat d'achat classique avec un fournisseur qui s'approvisionne donc sur les marchés. Il y a à articuler les deux contrats. Donc, les avantages en matière de commande publique, on les a un peu évoqués en préambule, mais c'est vraiment important de les rappeler. D'abord, c'est cette sécurité financière. Et c'est vraiment pour ça que les collectivités, nous on l'a vraiment vu au sein de la fédération, nos adhérents nous ont interrogés beaucoup sur ce sujet-là. Au moment de la crise énergétique, on a vu l'envolée des prix. Là, vous avez un prix qui est garanti sur une longue durée, quand c'est un nouvel actif que vous construisez, alors qui peut-être sera un petit peu plus élevé que sur les prix de marché à un moment T. Là, on voit que les marchés redescendent un peu, mais au moins, on est certain que sur 20 ans, sur 15-20 ans, ce sera le même. Et ça, c'est vraiment une sécurité très, très importante. Le fait qu'il y ait aussi, ça permet de lier, en fait, relier l'achat public à une politique énergétique locale. Bien souvent, je vous le disais, les groupements d'achat d'électricité sont coordonnés soit par des métropoles, soit par des syndicats d'énergie qui sont propriétaires des réseaux. Donc, ça permet de renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de ces réseaux. Et puis aussi de rendre plus acceptables les installations d'énergie renouvelable. C'est sûr que si vous dites que cette nouvelle centrale photovoltaïque va alimenter la commune en électricité, c'est quand même plus facile à faire accepter. Il y a moins d'intermédiaires, il y a un lien direct entre producteur et acheteur, un peu comme dans les cantines, vous allez acheter les carottes du producteur d'à côté. Bon, la petite difficulté quand même, c'est qu'il faut quand même continuer à avoir ce contrat pour la fourniture du complément, comme je vous le disais. L'autre avantage, c'est que c'est aussi une alternative au dispositif de soutien. Fanny en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être suivi dans les médias, on le sent, il y a de moins en moins, enfin, la réglementation devient de plus en plus sévère, on va dire, et remet en cause certains dispositifs de soutien. Et donc, pour les producteurs locaux, qui peuvent être des fois des producteurs publics, je pense notamment aux sociétés d'économie mixte, eh ben, c'est un moyen de valoriser leur production autrement. Voilà. Et puis une souplesse contractuelle, puisqu'on a vraiment la possibilité de prévoir des montages très différents, et Nantes le présentera tout à l'heure. On peut passer à la diapo d'après. Alors, les freins rapidement qu'on avait avant la loi APER, c'est vraiment le fait qu'on n'avait pas d'abord de définition dans la loi française de ce que c'était qu'un contrat de vente directe. Donc, vous voyez bien, quand on rédige un cahier des charges, c'est compliqué de faire référence à un PPA qui rime à rien et qui n'a pas de référence dans le droit français. Et puis surtout, ça obligeait finalement les acheteurs à devoir mettre en concurrence une offre en contrat de vente directe avec une offre classique avec un mode d'approvisionnement marché, alors qu'on est vraiment sur un mode de commercialisation très différent. Donc là, la loi APER, elle va lever ça en permettant de définir son besoin, non pas de manière fonctionnelle, je veux de l'électricité, je veux un électron pour m'éclairer, parce que j'ai un besoin d'électricité, mais je veux un mode de commercialisation particulier. Un électron sur le marché, c'est pas pareil qu'un électron en autoconsommation ou un électron en vente directe. Et puis l'autre obstacle qui était vraiment un obstacle très dur, c'était la question de la durée. Je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé. Mais encore une fois, passer un marché public de fourniture de 20 ans, c'est quand même pas très fréquent en commande publique. Et ben maintenant, c'est possible, c'est écrit noir sur blanc dans le Code de l'énergie, et ça permet du coup de faciliter beaucoup ces projets. Voilà. Après, il y a
encore des questions qui peuvent se poser, notamment est-ce qu'on est sur un marché ou sur une concession en fonction du risque d'exploitation. Ça, c'est les questions classiques qu'on se pose en commande publique et qu'il faut se poser au cas par cas. Le plus souvent, on sera quand même sur du marché public parce qu'il n'y a pas véritablement de risque d'exploitation dans la mesure où l'acheteur s'engage à acheter toute la production du producteur contre un prix. Donc, on n'a vraiment pas de risque d'exploitation. On peut passer à la diapo d'après. Voilà, donc c'était pour résumer, hein, encore une fois, la loi APER de 2023 a permis de consacrer cette nouvelle forme de commercialisation et de sécuriser ces montages. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, à la fois côté acheteur public et le côté producteur. D'ailleurs, ce qu'il faut bien souligner, c'est que beaucoup de collectivités se sont investies en créant des SEM ou en participant à des sociétés de production. Donc ça permet de faire rencontrer une production locale avec une consommation locale, en mettant en concurrence bien sûr tout le monde, hein, puisqu'on n'est pas censé privilégier sa SEM par rapport à d'autres opérateurs, mais voilà, il y a une vraie logique de politique énergétique d'un territoire. Est-ce que on va vous demander, parce qu'il y a pas mal de questions, donc Oui, est-ce c'est ce que qui me semble aussi, donc peut-être ça peut être intéressant d'y répondre dès maintenant, comme vous le souhaitez. vous avez encore peut-être des choses à apporter par rapport au... Là, ça revient sur enfin, ça reprend la question de la durée. Un point que j'ai pas évoqué encore, c'est la question de ce qu'on appelle le critère lié à la décennalité, c'est-à-dire la possibilité de préciser dans le cahier des charges euh, est-ce qu'on veut que l'installation qui m'approvisionne en électricité, est-ce que c'est une nouvelle installation? Donc, on crée une nouvelle installation de production ENR, une nouvelle centrale photovoltaïque, une nouvelle chambre d'éolienne, ou est-ce que je pars sur un dispositif existant qui est sorti d'un dispositif de soutien et bénéficier de l'obligation d'achat, et là, il va continuer à valoriser son électricité, mais dans le cas d'un PPA, à notre sens, on peut mettre ce critère-là, c'est-à-dire dire est-ce que c'est un nouvel actif ou un actif existant. Et c'est même absolument indispensable parce que c'est ça qui va conditionner la durée. Est-ce qu'on sera sur une durée courte ou sur une durée longue? Voilà. Et puis, il y avait une question de les critères d'implantation, et peut-être qu'Emmanuel y reviendra tout à l'heure. Pour nous, enfin, c'est la lecture qu'en fait la fédération, qui est aussi, encore une fois, une lecture un peu audacieuse et politique, mais on la pousse. C'est qu'à partir du moment où il y a suffisamment de foncier sur une maille donnée, je pense par exemple une maille départementale, pour que n'importe quel producteur de n'importe quel pays vienne s'installer sur le département, il nous semble qu'on peut valablement mettre un critère lié à l'implantation de l'installation. Et évidemment, on fait bien la distinction entre un critère lié à l'implantation de l'installation et un critère lié à l'origine du producteur. On ne va pas pouvoir privilégier évidemment un producteur local. Par contre, on pourrait demander à ce que l'installation soit sur un territoire proche du site de consommation, dès lors qu'il y a suffisamment de foncier pour ne pas fausser la concurrence. Il y a de la jurisprudence du Conseil d'État qui peut être interprétée dans ce sens. Voilà. Et puis, dernier point, puis après, je prendrai peut-être les questions si vous le souhaitez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que le contrat de vente directe, ou CADR ou PPA, ne peut pas être autonome. Il faudra continuer à avoir un contrat avec un fournisseur pour le complément et également un contrat avec l'agrégateur. Alors, c'est un peu technique, mais l'agrégateur, c'est ce qui permet de réaliser en fait toutes les missions liées à la gestion des écarts, hein, des volumes d'électricité, puisque sur le réseau, on doit toujours assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. L'électricité ne se stockant pas. Et donc, l'agrégateur, il va avoir pour mission d'assurer cette responsabilité d'équilibre de la production et communiquer les flux aux gestionnaires de réseau ainsi qu'aux fournisseurs dans le cas où l'agrégateur n'est pas lui-même fournisseur. Mais le plus souvent, on pourra avoir le fournisseur de complément qui joue également le rôle d'agrégateur. Merci. Voilà, donc je peux répondre on peut répondre aux questions si vous Il y a souhaitez. plein de questions. Je ne sais pas si on arrivera à toutes les traiter. Oui. Ce qu'on vous propose, c'est on répond, voilà, vous répondez dans le timing qui nous est accordé. Et après, n'hésitez pas à répondre aussi directement dans le chat. Donc, on a une question sur la création d'une association pour regrouper les différents sirettes ou les sirènes. Est-ce que le fait d'avoir un même sirène suffit pour créer un pouvoir, un PMO, une PMO, pardon,
Est-ce que pour un projet Oui, alors là, on d'assessment, est dans de l'opération, il me semble, par rapport à la question, qu'on serait dans ce fameux dispositif d'ACC patrimonial, autoconsommation patrimoniale, où il y a finalement une seule personne, le PCI, hein, ce que je comprends de la question, mais qui a plusieurs bâtiments et qui veut échanger en fait l'électricité entre ces bâtiments. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de créer une PMO. Enedis, parce que c'est souvent lui, accepte de signer la convention d'autoconsommation directement avec le PCI. La PMO, l'ACC patrimonial, c'est vraiment très bien et c'est accepté. Nous, on aimerait que ce soit un peu plus encadré juridiquement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment prévu par les textes, mais ça fonctionne. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, audacieux, oui, j'ai bien conscience, hein, comme toute dérogation dans le code de la commande publique, ça doit s'interpréter de manière très stricte et surtout au cas par cas. C'est pour ça que je suis pas en train de vous dire, vous pouvez déroger tout le temps aux règles de mise en concurrence. C'est pas du tout mon propos. Mais encore une fois, si la commune n'est pas à l'initiative de l'opération d'ACC et qu'il se trouve qu'elle a un site de consommation dans le périmètre, il me semble qu'on peut considérer, on peut invoquer cet article. Inversement, si c'est une collectivité, je pense notamment aux EPCI, aux syndicats d'énergie qui vont mettre en place, donc qui sont à l'initiative d'une opération d'ACC et qui vont vouloir trouver le producteur pour pouvoir mener cette opération, là, effectivement, on peut absolument pas faire mention, enfin invoquer, faire application de cette dérogation, et donc il faut organiser une mise en concurrence puisqu'on on y est soumis. Et si, alors effectivement, je m'attendais à la question parce qu'il peut exister plusieurs boucles d'ACC dans le même périmètre. Vous avez un bâtiment et il se trouve qu'il y a plusieurs boucles. Alors, à ma connaissance, c'est pas forcément très fréquent et le mieux, c'est plutôt de les rassembler à la rigueur, ces boucles, si c'est possible. Mais oui, s'il y a deux boucles, en effet, mon argument de la dérogation est plus compliqué. Il faudra mettre en concurrence les deux boucles. Cela dit, je pense que c'est assez rare. Par contre, il y a un autre, je sais pas si la question a été posée, mais il peut y avoir le cas où il y a deux producteurs dans la boucle d'ACC et dans la même boucle, parce que c'est tout à fait possible. Et là, on considère aussi que c'est les clés de répartition qui peuvent être un critère technique, une justification technique pour dire qu'on va plutôt être approvisionné par le producteur A plutôt que par le producteur B. Mais j'ai bien conscience que tout ça est une lecture assez audacieuse du Code de la commande publique. Cela dit, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle de légalité ou de contentieux en la matière qui ont remis en cause ces dispositifs. Alors, je poursuis, hein, ou je ne sais pas, Blandine, si vous voulez lire On les va faire une dernière question. Il y a un autre temps de questions-réponses après les témoignages. Donc, il y aura peut-être des réponses aussi par le biais des témoignages. Donc, on fait une dernière question et après, on basculera. Il y a la question de Monsieur Hérault, je crois que je viens de répondre, donc je l'avais anticipé, hein, quand il y a plusieurs producteurs, voilà, je pense qu'on peut se fonder sur les clés de répartition. Et quand vous évoquez une durée de 20 ans, c'est très long, certes, mais au moins compte tenu du contexte actuel, si on démontre qu'un investissement sur une durée de 30 ans, est-il juridiquement possible de faire le marché sur 30 ans? Alors 30 ans, moi ce que je vois, on parle beaucoup avec les producteurs, j'ai jamais entendu cette durée de 30 ans, hein, pour amortir des investissements sur des actifs de ENR, on est plutôt sur 15-20 ans. Tout dépend, en fait, c'est vraiment voilà, si vous avez des justifications financières pour dire que c'est 30 ans et pas 20 ans, bah, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de date limite, de durée limite posée par le Code de la commande publique. Et j'ai une question, parce qu'on a aussi dans l'audition, dans les participants, on a un collectif citoyen qui pose la question de la part d'énergie produite en ACC par ce collectif citoyen. Et est-ce que la collectivité, la question c'est est-ce que la collectivité doit passer par une mise en concurrence? Oui, parce que la quasi-régie, les règles qui permettent comme ça de passer sans mise en concurrence en quasi-régie, elles sont interprétées de manière très stricte, hein, par le code et puis par le juge. Donc, à part le cas de la société publique locale, un collectif citoyen ne peut pas, voilà, il n'y a pas de justification qui permettrait d'être en quasi-régie avec l'acheteur public, à mon sens. Très bien. Je vous propose de passer à la suite parce que c'est vrai que le timing est un peu serré. Et donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Et puis, il y aura, comme le disait Blandine, encore une séance de questions-réponses. Et on va passer à la partie témoignage. Emmanuel. Blandine, Merci. Merci. Bonjour. Donc, Emmanuel Dion. Moi, je suis au département du bâti à Nantes Métropole et je suis en charge de tout ce qui tourne autour de la stratégie et des achats d'énergie. Donc, je vais vous parler un peu de la trajectoire. Tu peux passer à la diapo suivante, Catherine.
Alors, j'ai 8 minutes pour vous parler de nos travaux qui remontent de plus de 2 ans, donc je vais essayer de faire synthétique. Vas-y, Catherine, voilà. Toute la démarche qu'on a menée, en fait, elle repose sur une commande politique. Alors certes, à l'échelle territoriale, comme beaucoup de collectivités, mais aussi avec un petit alinéa relatif aux achats publics, où les élus nous demandent de travailler sur une couverture de 100% de nos besoins en énergie au travers de l'achat public par des énergies renouvelables le plus tôt possible et avec les communes alentours. Donc si on regarde un petit peu ce que ça veut dire sur la diapo suivante, aujourd'hui en matière d'achat, nous fonctionnons en groupement. Ça signifie que nous achetons pour toutes les communes de la métropole, ainsi que les directions, mais aussi nos SEM SPL, notre Rungis nantais, notre RATP nantais. Et ce qui fait qu'avec tout ce petit monde, on a une petite famille pour acheter, on a une dynamique qui est engagée. Sauf que répondre à la commande politique, et on va le voir sur la diapo suivante, répondre à la commande politique pour tout le monde, c'est un peu difficile. Donc le prisme que l'on a choisi, c'est de réduire un petit peu le périmètre et de se reposer uniquement sur 20% de nos consommations pour aller tester de manière plus expérimentale un outil de simulation des énergies renouvelables en temps réel. Alors c'est un nouvel acronyme, hein, vous allez apprendre CADER, mais vous allez petit à petit vous familiariser avec OSE, outil de simulation des énergies renouvelables. Et pour cela, on s'est engagé dans un appel à projet ADEME Europe avec des partenaires, un cabinet d'avocats, une école des mines et un bureau d'études et un courtier en énergie que vous avez sous les yeux. Alors, je vais en venir progressivement à pourquoi cette démarche et comment on en vient à se poser la question de la manière dont on achète l'électricité. Nous, on travaille sur un besoin initial de couverture en énergie que vous avez représenté tout à gauche de la diapo, et petit à petit, nous y affectons des leviers de réduction des consommations à un horizon 2030, 2040, 2050. On va forcément les réduire puisqu'on est obligé. On va travailler sur une manière de consommer autrement, comment décaler nos consommations principalement d'électricité pour consommer à des moments où c'est moins carboné. Donc le petit curseur vert va augmenter. On va par ailleurs produire. On a un plan de développement du photovoltaïque sur notre patrimoine, mais on a toujours une sorte de reste à charge qu'on n'arrive pas à combler et qu'il faut aller acheter sur les marchés ou acheter autrement par l'intermédiaire des marchés publics et identifier si on a plutôt besoin d'électricité le jour, la nuit, par exemple. Alors, comment on achète cette électricité? La diapo suivante vous montre un petit peu notre philosophie, nous, qui correspond tout à fait à ce qui vous a été présenté. C'est que le recours à l'électricité renouvelable, il est en premier lieu d'essayer autant que possible de s'appuyer sur du circuit court de l'énergie. Et là, le circuit court dans le sens proximité géographique, en pouvant développer de l'autoconsommation individuelle, de l'autoconsommation collective. Donc pour illustrer un peu ce que disait Cécile tout à l'heure, on fait beaucoup d'autoconsommation collective patrimoniale et on participe également à quelques boucles d'autoconsommation avec des partenaires locaux, mais c'est un peu moins prégnant dans notre démarche du fait de la nécessité d'avoir des PMO. Tout à droite de la diapo, vous avez aussi une autre façon de faire qui repose sur des marchés publics avec des lots à haute valeur environnementale qui étaient déjà en place depuis 2016. Et puis vous avez le petit dernier au milieu, le CADER, ce contrat d'achat direct d'énergie renouvelable qui démarrera en 1er janvier 2026. Et je vous illustre sur la diapo suivante la différence que l'on a entre un CADER à droite et les marchés de fourniture d'énergie aujourd'hui. Donc à gauche, nous avions l'habitude en tant que client, par exemple Nantes Métropole, de pouvoir contractualiser avec des fournisseurs, Voltaire, EDF, Engie, qui on veut, et ces fournisseurs vont se sourcer soit sur le marché, soit au travers de contrats qu'ils ont en direct auprès de producteurs. Avec le CADER, nous faisons apparaître dans l'échiquier un troisième acteur, le producteur, et nous, clients, Nantes Métropole, nous avons un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs producteurs, et nous disons à notre fournisseur, tu vas pas nous fournir 100% de nos besoins, mais tu vas nous fournir uniquement le complément nécessaire. Si on apporte 25%, tu nous fournis 65% et tu assures cet équilibre, mais Tristan y reviendra tout à l'heure. Donc, comment on engage ces démarches sur le CADER? Rapidement, on s'est dit, nous, Nantes Métropole, territoire urbain, on n'a pas forcément de possibilité de production, donc ça serait intéressant de travailler aussi une notion d'alliance des territoires et d'aller travailler avec nos copains du syndicat d'énergie de la Loire-Atlantique. Donc on a proposé à nos élus de créer un groupement d'achat ad hoc, c'est-à-dire de garder chacun nos groupements d'achat existants, mais de tester le fait de recourir à des contrats d'achat direct d'énergie renouvelable. Donc on s'est mariés en juin 2023 pour engager cette démarche. Et pour engager cette démarche,
on a reposé sur la diapo suivante vraiment une définition de nos besoins que vous avez d'identifier en rouge. Je vais passer rapidement là-dessus. En rouge, c'est tous nos besoins en électricité pour chacune des journées de la semaine. À gauche, vous avez une semaine type en hiver et à droite, une semaine type en été. Et on a essayé d'identifier comment est-ce qu'on pouvait répondre à notre besoin avec du solaire, que vous avez de représenter en jaune, et avec de l'éolien, que vous avez de représenter en bleu plus foncé, et le bleu clair étant la somme des deux. L'intérêt pour nous était d'identifier toutes les 10 minutes quel est notre besoin de consommation et comment on apporte une réelle synchronisation de ces besoins par rapport à une production qu'on peut estimer pouvoir couvrir. Donc c'est plus et là c'est vraiment une démarche importante à avoir, c'est d'identifier quel est le périmètre que l'on doit mettre en place. Alors pour pouvoir orchestrer tout cela, on s'est appuyé sur un marché avec négociation, deux phases, une phase candidature, une phase offre. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les producteurs d'énergie, puisque là on est vraiment en lien avec ces producteurs, ne connaissent pas du tout le code de la commande publique. Donc ça a nécessité d'organiser des webinaires pour expliquer ce qu'est la commande publique, de faire des lectures commentées du règlement de consultation. Et ensuite, une fois qu'on a ces offres, de pouvoir les analyser. Et sur la diapo suivante, je vous parle un petit peu des critères qu'on a pu mettre en place sur l'analyse de ces projets. Les critères techniques, dans lesquels on intégrait notamment de l'impact sur le réseau, pour faire un parallèle avec le critère local, la relation clientèle. Mais un élément nouveau sur l'aspect économique, ça concernait les business plans. On n'avait pas l'habitude d'étudier des business plans dans des marchés de fourniture d'énergie. Et là, on va vraiment sur ce registre-là, avec les différents partenaires de ce groupement d'achat, puisqu'on a embarqué aussi des SEM dans ce groupement avec TE44. Tu peux passer à la suivante. Élément nouveau également, c'est la nécessité de mettre en place des rendez-vous de négociation, donc avec toute une équipe de direction bâtie, mais aussi des compétences contrôle de gestion pour ces business plans, de marché public, d'expertise AMO, pour travailler des rendez-vous de négo de 2 heures avec un candidat éolien et 2 candidats photovoltaïques. Et au final, sur la diapo suivante, on a attribué à 2 producteurs du 44, malgré une mise en concurrence, et notamment le fait qu'on a attribué à la SEM ENR 44, ce qui fait que TE 44, le syndicat d'énergie, a été écarté totalement de l'analyse des offres, parce qu'on pouvait identifier un conflit d'intérêts potentiel. Donc, sur la diapo suivante, je vous illustre aussi un autre aspect de cette démarche qui est important à prendre en compte, c'est l'aspect financier, puisque jusqu'à la fin de cette année 25, on peut se couvrir en électricité avec un accès au nucléaire historique sur un prix défini à 42 € du mégawattheure, là où aujourd'hui les cours, par exemple pour 26, sont plutôt autour de 52. À partir de 26, on pourra plus s'appuyer sur ce type de contrat. C'est pour ça qu'on va aussi vers des CADR pour petit à petit chercher à se couvrir avec des contrats qui nous permettent d'avoir un prix fixe sur une durée de 20 ans. Donc on en a un autre dans les cartons qui sera annoncé probablement après les élections municipales, qui nous permettra de couvrir plus de la moitié de nos besoins par des CADR. Et ces CADR ne peuvent pas vivre tout seuls, d'où l'intérêt de se tourner vers des fournisseurs. Et donc Voltaire va pouvoir prendre le relais pour vous illustrer ces aspects-là. Merci Emmanuel. À toi Tristan, on va essayer aussi d'être efficace. Je vais tenter d'être aussi efficace qu'Emmanuel. Donc Tristan Songy, donc ingénieur commercial chez Voltaire. Mon travail consiste à répondre aux appels d'offres et donc on a répondu à l'appel d'offres du CADER et on a été retenu pour le marché subséquent pour les années 2026 et 2027. Rapidement sur la slide d'après, pour ceux qui connaissent pas Voltaire, je vais faire un rapide historique. Donc, on est issu d'un groupe qui s'appelle Soner, qui a été développé au début des années 2000, qui développe des projets photovoltaïques, maintenant hydrauliques. Et de ce développement de projets, il y a 2 entités qui ont été créées. Donc, Sonagri, qui développe des projets en agrivoltaïsme, et Voltaire, qui est un fournisseur d'électricité verte et locale. Donc, on a une appétence particulière donc, pour tout ce qui touche à la production. Et sur la slide suivante, on a mis une présentation de ce que nous sommes. Donc, nous intervenons à l'amont. Donc, nous avons tout un réseau de producteurs indépendants, donc sur l'ensemble du territoire, ce qui représente environ une centaine de centrales. Et notre but, c'est de mettre en relation donc ces centrales avec nos consommateurs finaux, qui sont uniquement des consommateurs des collectivités publiques et privées. On n'a pas vocation à intervenir auprès des particuliers.
Donc, on a un certain nombre de références donc on vous a mis sur la présentation. Mais voilà, notre raison d'être, c'est vraiment de mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Et on intervient aussi un peu plus récemment avec tout ce qui s'est dit depuis le début de ce webinaire sur justement l'accompagnement des acheteurs publics et privés pour intégrer ces nouvelles stratégies d'achat. On a également donc signé donc un PPA avec TDF. On a été retenu donc par le marché CADER de la ville de Nantes, mais on a aussi développé un PPA multi-acheteur avec le club des ETI Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on essaie vraiment d'accompagner au mieux nos clients dans l'intégration de ces ENR. Là, ce qu'on a voulu vous présenter de manière un peu plus opérationnelle, c'est ce que va représenter le fournisseur dans les relations entre le membre, entre Nantes et les producteurs. On a pris l'exemple où les CADER vont représenter donc 30% de la consommation et nous, Voltaire, va intervenir uniquement sur les 70% du complément. Cependant, on va donc recevoir les flux de la production issue des CADER parce qu'on va facturer la partie de complément, mais on va aussi devoir facturer 100% de l'utilisation du réseau, donc le TURP et les taxes. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être en lien aussi avec les producteurs, où les membres de Nantes Métropole vont nous payer 70% de la consommation, 100% du TURP, et la partie de la consommation va être, du CADER, pardon, va être payée directement par les membres directement aux producteurs. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il est nécessaire d'échanger. Et là, si on peut aller sur la dernière slide, qui montre un peu les relations qu'il peut y avoir entre les différents participants. Donc il y a beaucoup d'informations. Ce qu'on voulait juste vous dire, c'est que Voltaire donc intervient en tant que fournisseur de compléments. On est également donc agrégateur et responsable d'équilibre, ce qui signifie que même si nous n'avons pas contractualisé directement avec les producteurs qui ont été retenus par Nantes Métropole, on a quand même un certain nombre de documents à signer. Donc une fois qu'on a été retenu par la ville de Nantes, eh ben, on a des accords de collecte de données à signer, des mandats de gestion de capacité, des mandats de gestion de garantie d'origine, etc. Et également un document tripartite qui est la délégation d'autorisation de fourniture. Donc l'idée, c'est que si Nantes Métropole et les producteurs se mettent d'accord, à un moment, il y a le fournisseur qui reste le lien entre les différents acteurs de manière à ce que derrière, nous puissions mettre en musique l'ensemble du contrat. Donc voilà, je voulais pas rentrer dans plus de détails, mais après, on restera ouvert aux questions si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur toutes les différentes relations avec les fournisseurs. Merci beaucoup, Tristan. Et maintenant, on va passer sur un autre témoignage d'un point de vue d'un producteur, qui plus est un producteur sur notre territoire d'Occitanie et qui a aussi des centrales en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Arnaud, je te passe la parole. Ouais, merci Blandine. Donc bonjour à tous, hein. Je suis là pour vous présenter la démarche de Racine Énergie. On va peut-être passer à la slide suivante, voilà, et encore après. Voilà, merci. Donc je suis seul aujourd'hui puisque notre directrice commerciale a une extinction de voix, qu'elle m'a lâchement abandonné, mais je vais essayer de vous présenter un peu notre modèle et en quoi il est un petit peu différenciant par rapport à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui là de la fourniture d'énergie et comment on a aussi à travailler avec les collectivités et des acteurs privés dans ce monde de l'énergie. Donc Racine, c'est une filiale du groupe familial Barthes-NR, hein. Donc nous, on a fait le choix d'une production 100% hydro. On est un groupe historiquement de producteurs, hein, voilà, avec une détention par un groupe. C'est un groupe familial, hein, français. Et on a fait le choix de l'hydro. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est à la fois l'énergie la plus propre et celle qui présente effectivement le moins d'intermittence. Donc c'est là que s'est développé le savoir-faire du groupe. Voilà, et puis aujourd'hui, c'est 40 centrales qui sont détenues et exploitées partout en France, et principalement, effectivement, comme le disait Blandine, sur la région Occitanie et Rhône-Alpes. Donc quelques chiffres très rapidement, c'est 200 gigawattheures de prod, un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 30 millions et une équipe de 60 personnes qui intervient effectivement sur toute la chaîne de valeur de la production, donc tout le sujet bureau d'études, développement de projet, maintenance, exploitation, évidemment gestion administrative et un petit peu plus récemment
au niveau de la valorisation de l'énergie et donc de la commercialisation. Voilà, et avec aussi un mécanisme, enfin un modèle qui a été aussi favorisé et forte impulsion de l'autoconsommation collective, on y reviendra. Peut-être passer à la slide suivante. Donc rapidement l'implantation de nos centrales. Euh, le Grand Est, voilà, où on est assez présent, qui nous fournit aussi une forte production d'hiver. Et puis ensuite, on retrouve des territoires assez classiques pour l'hydro, donc les Alpes et les Pyrénées, qui là, effectivement, prennent le relais sur la production du groupe avec un effet de la fonte nivale plus important. Euh, et aussi également des centrales qui sont au fil de l'eau sur des cours d'eau comme la Garonne ou le Lot pour avoir effectivement le plus possible une régularité dans notre production. Et ça, c'est effectivement très important pour servir au mieux nos clients. On a beaucoup parlé aujourd'hui de solaire et d'éolien. Mais voilà, c'est aussi intéressant de se pencher sur l'hydro, puisque l'hydro elle a cette capacité également à être beaucoup plus présente, beaucoup moins intermittente que d'autres énergies. On a un facteur de charge qui globalement est allez, 3, 4 fois plus important que le solaire. Donc quand on parle d'économie réalisée par l'autoconsommation collective, il y a effectivement l'effet tarif, mais il faut pas oublier effectivement également l'effet volume qui permet d'avoir des leviers économiques assez intéressants. Peut-être enchaîner, parce que je sais que le temps est précieux. Donc voilà notre modèle. Nous, on est totalement intégré. Donc on est producteur, c'était notre cœur de métier. Et effectivement, il y a quand même dans ce métier-là de la production, c'est quand même pour nous là où la création de valeur est la plus importante, puisque effectivement sur le marché de l'énergie, on a un transport et une distribution qui sont le monopole de à la fois RTE et Enedis. Et c'est vrai que une fois qu'on a atteint une taille critique, on peut se poser la question de se dire pourquoi pas éviter bon nombre d'intermédiaires et valoriser directement en circuit court notre énergie. Ça a été notre credo depuis 2 ans. Voilà, et puis on a parlé beaucoup de circuit court depuis le début, mais c'est vrai que c'est un excellent mécanisme pour partager le mieux la valeur entre producteurs et consommateurs. Et nous, on est totalement dans ce schéma, dans la mesure où la commercialisation, effectivement, nous apporte un levier et une marge supplémentaire par rapport à une vente directe sur le marché. Et cette marge, elle nous permet aussi de continuer à investir dans de nouveaux actifs et également de la partager avec le consommateur pour trouver un système, je sais pas qui a évoqué un système gagnant-gagnant, mais pour moi, raccourcir les circuits, on est vraiment dans cette philosophie. Voilà, donc nos solutions, c'est l'ACC, ça a été très bien décrit au niveau du mécanisme. Donc, juste un prisme un peu différent sur l'ACC, c'est de dire que nous, on a quasiment toutes nos centrales qui sont dans des boucles d'autoconsommation collective. On a aujourd'hui plus de 750 clients sur ce mécanisme-là qui animent et donc des collectivités qui cohabitent avec du privé sur la partie consommation, mais aussi on arrive et ça c'est très récent, à cohabiter dans des boucles d'autoconsommation collective avec des producteurs publics dans lesquels on a un schéma sur une commune des Alpes où la commune a apporté quelque part sa production sur un parc solaire de 200 kWh. Nous, dans cette commune, on a une centrale d'1 méga et ça permet effectivement d'avoir mutualisé nos moyens de production. La commune a également apporté sa consommation dans cette boucle d'autoconsommation et on a essayé de trouver un système où tout le monde s'y retrouve et voilà, sur un système un peu gagnant-gagnant autour de ces mécanismes-là. Donc, pour aller vite sur notre modèle, hein, l'idée c'est de dire, et ça a été aussi rappelé, le marché fait face à une forte volatilité. Pour nous, la solidité, la résilience d'un modèle de fourniture, c'est vraiment maîtriser ses approvisionnements. Voilà, quand on vend ce qu'on produit, on est totalement dans ce sujet-là. Et cette résilience et cette protection pour le consommateur de la volatilité, pour moi, est très importante, dans la mesure où aujourd'hui, ça a été dit aussi, on bascule dans un système post-arrêt. Donc, les consommateurs vont être largement plus exposés au prix de marché.
Et ça a beaucoup de sens, du coup, de les protéger vis-à-vis de cette volatilité par la maîtrise des approvisionnements et donc d'avoir quelque part une chaîne intégrée entre la production et la consommation et s'affranchir un maximum du marché. Alors, on a toujours besoin du marché pour faire le complément, ça a été rappelé aussi au niveau de la gestion des périmètres d'équilibre parce que l'énergie se stocke pas. On est toujours obligé d'avoir cet équilibre entre offre et demande. Mais il y a des moyens, effectivement, comme l'autoconsommation collective ou des offres de fourniture avec une partie garantie par de la production d'actifs renouvelables directement en connexion avec des consommateurs pour sécuriser le modèle d'achat d'énergie pour les clients. Voilà. Peut-être repasser à la slide suivante. Alors, c'est bien parce qu'il y avait sur les mécanismes là, on a vu des critères d'appel d'offres. Et je sais que Voltaire est très habitué à ce sujet-là, mais c'est important effectivement de bien remettre au cœur du débat. Nous, on se développe beaucoup sur notre commercialisation, mais on sait qu'effectivement, l'argument du prix reste quand même un des éléments importants. Je crois qu'il y a deux éléments, c'est trois, c'est le prix, la visibilité et une énergie verte et locale, parce qu'aujourd'hui, le verre est un petit peu galvaudé avec ce mécanisme des garanties d'origine. Donc, l'idée, c'est de dire comment on peut être compétitif quand on est producteur et qu'on devient fournisseur. Eh ben, là aussi, c'est très vertueux, puisque comme on ne se fournit pas sur le marché, on n'a pas besoin de se couvrir ou avoir des mécanismes de couverture importants, comme un fournisseur pur marché pourrait l'être, puisqu'on vend ce que l'on produit. Donc là aussi, le circuit court peut être est très vertueux en termes économiques pour le client. Voilà. Peut-être avancer après la gestion du. Donc le parcours client chez Racine, c'est à la fois l'idée d'une proximité et d'une équipe assez resserrée et compétente. Voilà, donc on a une force commerciale de proximité qui se déploie sur les territoires majoritairement où on a nos centrales. Voilà, mais on a essayé de aussi également développer des outils qui sont assez comparables à des fournisseurs de taille plus importante, notamment une solution étoile qui nous permet aussi de faire un peu de conseils vis-à-vis de nos clients, notamment savoir s'ils ont effectivement la bonne puissance du TURP, les accompagner également sur les exonérations d'assises quand c'est le cas. Voilà. Donc, on a aujourd'hui près de 750 clients, ça fonctionne très bien, on est ravis. Et puis, on a aussi des partenariats, on n'en a pas parlé, mais on a aussi également des partenariats publics sur la partie capitalistique où on a effectivement partagé le capital sur certains actifs avec des acteurs publics. On retrouve des boucles assez positives sur la partie commercialisation. Donc voilà, il y a une idée de partage qui est importante dans notre philosophie et qui permet également aux consommateurs de réaliser des économies. Voilà. Un outil aussi, c'est pour notre outil, juste je reviens sur l'outil, étoile, ça permet de se dire en fonction de la production du consommateur, de la capacité de la centrale à ce moment-là, de donner aussi une estimation de l'économie potentielle en fonction de production estimée de la centrale. Alors il faut faire effectivement attention à ce mécanisme, mais c'est aussi pour mettre en évidence la force de l'hydro et de se dire, oui, il y a une économie sur un tarif. Mais aussi, c'est important de mettre le volume. Et quand vous avez un actif hydro qui est présent entre 5 et 6 000 heures par an, en termes de production, ça conforte aussi le mécanisme et l'économie qui peut être faite. Parce que pour donner un ordre de grandeur, on a en général présent, on accompagne nos clients sur 40-50% de leur consommation, sur leur créneau de consommation avec nos actifs hydro. Alors, je pense qu'on peut passer. Ouais. Après, c'est un exemple de notre espace client relativement classique où il y a eu des évolutions depuis, où on chiffre aussi l'économie qui est faite via la CC pour les clients qui adhèrent à nos boucles. Voilà, j'ai essayé de faire très rapide. Il y aura certainement des questions, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup Arnaud. On voit toutes les structures qui vous font confiance à Racine et tu nous Oui, feras. alors ouais, quelques références. Alors il y a à la fois des dossiers de fourniture comme TIN, qui est une régie publique. Alors là, on est sur un dossier
un appel d'offres sur de la fourniture où effectivement il a fallu être au rendez-vous du prix, hein, comme avec la grande majorité des structures qui sont présentes là, dans un marché concurrentiel, mais avec un élément de local ou parfois, comme ça a été évoqué, notamment dans l'appréhension du code de la commande publique, de se dire, voilà, il y a un critère local, il n'y a pas forcément de concurrence superposable et donc ça permet d'avancer sur ce type de contrat. Donc là, on retrouve à la fois de la fourniture, à la fois de l'autoconsommation collective, mais toujours dans cette idée de circuit court. Voilà. Super, merci beaucoup Arnaud. Tu répondras aux questions en suivant, mais on va laisser la parole d'abord à Catherine Moncet du syndicat Territoire d'énergie du Tarn. Merci Catherine, je te laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je représente un syndicat départemental d'énergie qui est une très vieille structure qui date de 1937, comme la plupart des syndicats d'énergie, regroupée souvent à la maille départementale, petite structure agile qui est composée grosso modo entre 30 et 50 agents issus de la fonction publique territoriale et qui ont, voilà, nous, on est un syndicat moyen, l'ordre de grandeur, c'est entre 50 et 100 millions d'euros de budget. La particularité, voilà, c'est que c'est des structures qui sont habituées à toute la partie énergétique et qui ont inscrit dans leur ADN toute la notion de résilience énergétique, que ce soit sur leurs métiers premiers qui sont les investissements sur les réseaux d'énergie, que dans les achats d'énergie que ces structures ont mis en œuvre dès les lois de libéralisation sur le marché ou dans les notions de mobilité décarbonée. Voilà, j'essaye d'aller un peu vite pour le temps. Donc, structure aussi qui travaille régulièrement sur des projets un peu pilotes ou novateurs au travers de notions d'autoconsommation, mais aussi pour leurs biens propres que sont, par exemple, les bornes de recharge pour véhicules électriques ou pour accompagner un usager qui est en défaut de ligne électrique avec des notions de site isolé. Voilà. Et je vais vous parler plus particulièrement du groupement d'achat d'énergie que l'on gère au niveau du syndicat départemental depuis fin 2014. Actuellement, on s'occupe de 13 départements, 13 syndicats d'énergie, avec chacun gère aussi ses membres, mais on est coordonnateur de ce groupement qui représente 13 départements en dehors de la région Occitanie parce qu'on s'était regroupé avant que les régions existent sur le périmètre qu'elles sont à l'heure actuelle. Et donc, c'est quand même un groupement très rural, mais qui est composé donc de 2600 membres et à peu près 1 TWh par an, ce qui fait à peu près un montant d'achat entre 150 et 200 millions d'euros par an. Voilà. Ce groupement d'achat, c'est bien évidemment poser la question de tout ce qui était achat durable, si vous pouvez avancer sur le... Voilà. Et donc, on a refait une mise en concurrence dernièrement avec différents lots, hein. C'est selon un peu le produit d'électricité que l'on achète, qui sont donc les produits d'électricité des collectivités pour lesquelles on fait ces achats. Donc, des produits que vous connaissez bien. Je tiens à signaler aussi qu'on a quelques acheteurs privés dans le groupement. Le code de la commande publique le permet. Et c'est quand même important parce que parfois, il y a des petits acteurs qui n'ont pas les accompagnements et ça permet localement d'avoir ces conseils. Cette année, on avait souhaité mettre un contrat d'achat direct pour un montant total d'énergie de 13 gigawatts par an. Et je souhaitais en parler ce matin parce qu'en fin de compte, suite à cet achat, ben, nous n'avons pas eu de fournisseurs en face. Donc, on a exposé exactement la même méthodologie que la métropole de Nantes à une échelle un peu plus réduite. Mais en face, on devait avoir des producteurs, n'a pas eu. Nous, dans le choix de cet achat durable, de ce CADER, on avait pris le parti de faire un CADER de durée courte de 3 ans pour s'habituer un peu à ces achats durables et aussi rassurer, excusez-moi,
les membres du groupement. C'est vrai que se lancer immédiatement dans un contrat de 20 ans, voyez la quantité d'électricité que l'on achète et de gaz, ça peut faire peur. Il y a une notion quand même de gestion de bon père de famille. Donc on s'était dit, on va le faire sur un champ restreint, c'est-à-dire 3 ans. Donc une installation, comme l'on peut expliquer en brownfield, c'est-à-dire une installation sortie des obligations et pour 3 ans, ça n'a pas fonctionné. On n'a eu aucun fournisseur. Il y a aussi eu des effets, je dirais, de baisse de prix d'électricité dernièrement qui ont fait que les fournisseurs étaient un peu moins intéressés les producteurs, excusez-moi, pour nous vendre directement. Travail dans l'approche, dans la sensibilisation, dans la culturation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est-à-dire que c'est un coup d'essai, je dirais un galop, mais pour la fois suivante. C'est-à-dire que dans 3 ans, on aura exactement le même rendez-vous, mais cette fois-ci avec quelque chose un peu plus large et peut-être des durées un peu plus longues pour sensibiliser les vendeurs d'actifs pour répondre à notre groupement. Voilà. Et je vais passer au slide suivant. Voilà. Sur ces achats d'énergie, quand même, nous continuons à travailler sur les briques qui sont les réductions. Ça, c'est quand même important. Je tenais aussi à le signaler. Donc, on suit et on supervise l'ensemble des consommations de nos membres dans chaque département, par chaque syndicat d'énergie. Et voyez, juste à l'échelle du Tarn, rien que dans le fait de travailler, d'optimiser leur contrat, pour 2025, c'est une économie de 500 000 euros, ce qui n'est pas neutre. On continue à les acculturer sur ces problématiques de circuits courts, d'achat direct, d'autoconsommation collective. On les accompagne bien évidemment à la mise en œuvre du décret tertiaire et des objectifs de réduction. Donc voilà, n'oublions pas quand même les briques qui sont celles-ci et à travailler sur, au-delà du décret tertiaire, les travaux d'économie d'énergie. Et là, pareil, elles sont accompagnées par la structure. Pour cette année, le reversement rien que des simples certificats d'économie d'énergie, c'est un gain pour les collectivités membres uniquement à l'échelle du Tarn de 500 000 euros. Voilà. Et Merci. C'est bon? Merci. Merci beaucoup, Catherine, pour ces précisions du syndicat du Tarn. On va passer aux questions pour ces témoins par rapport à tout ce qu'ils vous ont illustré. Donc, j'ai une première question pour Racine. Arnaud, avez-vous des opérations à ACC ou la collectivité est personne morale organisatrice? Non, parce que dans les boucles d'ACC où on est partenaire avec une collectivité, l'objectif de la collectivité aussi, c'était de s'appuyer sur notre expertise sur la partie flux, donc et aussi gestion administrative du dossier. Elle évidemment, elle participe et on est tout à fait transparent sur les règles de répartition et d'affectation de l'énergie et des différents prix, puisqu'on est dans une boucle où il y a différents prix en fonction des profils de consommation. Mais l'idée, c'était que la collectivité s'appuie sur nos services, notamment en termes de facturation, d'accompagnement, parce que on n'en a pas parlé, mais quand on ouvre une boucle d'autoconsommation, on reprend quand même, hormis la gestion du périmètre d'équilibre, il y a beaucoup de volets qui ressemblent et qui sont superposables à l'activité de fourniture. Donc, il faut aussi accompagner les clients dans le SAV, voilà, les facturer comme il faut, s'exposer au risque de crédit client. Donc, tout ça, l'idée, c'était que la commune soit déchargée de tous ces sujets-là. Évidemment, on reste en contact très proche avec eux, mais l'idée, c'était qu'on prenne la main sur l'administratif et toute la gestion économique du dossier. Peut-être que je peux Merci. me permettre un complément, Blandine, si j'ai Oui. 2 secondes là-dessus, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de syndicats d'énergie notamment qui ont mis en place ce qu'on appelle des PMO mutualisés, c'est-à-dire un service de PMO pour l'ensemble du territoire, et qui peuvent aussi faire appel à des aides, hein, à des AMO type Racine pour les aider, notamment dans la gestion. Mais c'est assez, voilà, nous, on en compte à peu près une trentaine aujourd'hui, et c'est très bien parce que ça permet de déployer ces boucles facilement avec un tiers de confiance qu'est la collectivité. Merci pour cette précision, Cécile.
Il y a une question qui est remontée. Il y avait eu un premier élément de réponse par Cécile. N'y a-t-il pas des risques et là, pour s'adresser à Catherine au syndicat, n'y a-t-il pas de risque d'exploitation si l'autoconsommation du concédant est partielle alors que le concessionnaire a entièrement assumé les coûts d'investissement et des installations de production? Alors, j'ai vu effectivement qu'il y avait des questions, notamment de Mathieu Cantet, hein, c'est ça, sur Oui, l'ACI. C'est un vrai sujet sur l'ACI, c'est-à-dire quand on fait appel à un tiers investisseur, donc je rappelle, l'ACI, c'est pas de la vente d'électricité, hein. On fait appel à un opérateur tiers qui va financer l'installation, l'exploiter, mais en réalité, juridiquement et au regard du réseau, c'est bien la collectivité qui est vue comme étant producteur et consommateur. Donc ce tiers investisseur, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a un risque d'exploitation? C'est pas évident. Cela dit, passer un marché, c'est pas évident non plus parce qu'il y a des problématiques de paiement différé, enfin d'interdiction de paiement différé plus exactement. Je vous avoue que là-dessus, juridiquement, on hésite un peu. Ce sera de toute façon du cas par cas. En commande publique, on regarde toujours le montage et on voit si on peut qualifier ou pas le risque d'exploitation. S'il y a beaucoup de ventes en surplus, et je ne sais pas si c'était le sens sans doute de la question, oui, et on peut peut-être davantage jouer sur la notion de risque, puisque qui dit vente en surplus dit risque lié à cette valorisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bonjour madame, je vous remercie pour votre réponse. Dans notre cas, il y a effectivement pas mal de surplus à revendre et surtout l'entièreté des coûts d'installation par le tiers investisseur. Mais vous m'avez globalement répondu et je vous remercie et j'en profite pour remercier les intervenants et tout le reste pour la présentation. merci. Une question pour toi, Emmanuel. Je ne comprends pas bien l'intérêt du CADER par rapport à intégrer les producteurs dans les boucles ACC. Est-ce que vous pouvez me les préciser? Oui, bien sûr. En fait, au niveau de la CC, Cécile l'a rappelé, il y a aussi une notion de périmètre géographique. Elle a parlé de 2 kilomètres avec la possibilité aujourd'hui d'aller à l'échelle de la collectivité, par exemple du territoire de Nantes Métropole. Sauf que sur le territoire de Nantes Métropole, on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir acheter une production éolienne. On peut trouver des boucles en photovoltaïque, mais là, on voulait aller chercher de la production éolienne et de la production photovoltaïque, sachant qu'on est surtout allé chercher de l'éolien. Parce que le photovoltaïque, on peut le produire nous-mêmes sur nos patrimoines. Donc, le premier intérêt, c'est l'ACI. Mais là, en l'occurrence, si on avait essayé de travailler sur de l'ACC éolien, ça pouvait rentrer dans les puissances maximales autorisées, là, on n'aurait pas pu avoir de réponse à notre besoin. Ok, j'ai une dernière question et après on s'arrêtera sur ces questions. Question pour toi aussi, Emmanuel. Le fournisseur de compléments a-t-il demandé un coût supplémentaire pour jouer le rôle de responsabilité d'équilibre pour les kilowatts qui ne viennent pas de sa partie fourniture, mais de la partie ACC CADER? Si oui, dans quelle proportion? Non, on n'a pas de coût supplémentaire sur ce registre-là. Et après, finalement, le rôle de responsable d'équilibre, il a toujours été présent. C'est juste que là, on apporte une partie. On dit au fournisseur qu'il va pas nous couvrir 100% de notre besoin, mais le fournisseur a toujours joué ce rôle. Je pense que c'est un élément que l'on ne voyait pas dans nos marchés de fourniture, parce qu'on parlait souvent, enfin systématiquement, de marché de fourniture et services associés. Et dans les services associés, on retrouvait cette notion de responsabilité d'équilibre. Donc, le seul élément qu'on trouve de nouveau, nous, ce qu'on a essayé de dissocier, c'est ce que représente une facturation. Parce que on a plusieurs modèles possibles. Le producteur peut nous facturer en direct les électrons qu'il nous flèche dans le cadre du contrat, ou le fournisseur. Et donc, étant donné qu'on a deux marchés qui sont en parallèle, il faut qu'on puisse bien identifier. Si c'est le producteur qui nous facture, il faut que ça apparaisse bien dans le prix de facturation. Et si à l'inverse, c'est le fournisseur qui nous facture l'intégralité, il ne faut pas que le producteur nous intègre aussi un coût de facturation. Ok, merci. Allez, une toute dernière question, mais rapide pour Cécile Fontaine. Est-ce que la publication d'un AMI est nécessaire ou suffisante pour sélectionner un producteur privé dans une boucle d'ACC alimentant des acteurs publics? Je pense qu'on Non, si on est... Oui, oui, très rapidement. Non, si on est bien à l'initiative, si l'acteur public est à l'initiative de la boucle ACC, on est vraiment dans le champ de la commande publique, donc c'est pas un simple AMI, on doit respecter les règles. Voilà, on n'est pas sur de la simple mise à disposition d'un foncier. En tout cas, merci pour tous ces témoignages. En plus, les
témoins ont été proactifs en répondant à pas mal de questions aussi dans le chat. On va conclure avec une petite synthèse. On va faire très vite. De toute façon, vous aurez accès à ce support où il y a tous les coordonnées de tous les intervenants. Et puis après, on reste à votre disposition. Donc, comment on a pu voir comment on pouvait mobiliser les différents leviers de la commande publique. Hein. Toujours, bon, nous, forcément, notre cœur de métier, c'est d'aller vers de l'achat vert. Donc, comment on va réduire cette consommation, comment on prend des options d'autoconsommation, comment on définit justement son besoin, hein, quel que soit le segment d'achat. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment les travaux qu'on mène au quotidien, hein, d'être vraiment dans une juste identification du besoin pour optimiser sa consommation, mais aussi ses coûts. Et quand on parle de sobriété et de performance de l'achat, c'est vraiment ça. Hein. Et donc ensuite, on vous a fait un petit tableau récapitulatif. Tu peux passer à la slide suivante, Catherine, mais d'ailleurs, je crois que c'est toi qui dois la Oui. présenter. Bon, Je te repasse la main. je vais pas rentrer dans le détail. On a essayé de faire ce petit exercice de synthèse. Je vous laisserai en prendre connaissance ultérieurement. Et voilà, l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans le détail, mais on a le contrat de fourniture avec garantie d'origine, l'autoconsommation collective individuelle, l'achat direct, donc CADER et puis hybride. Et on a aussi mentionné les achats groupés. Voilà. Et avec on a essayé de mettre en avant les avantages, inconvénients ou contraintes réglementaires. Et donc, je vous laisserai regarder ça plus tard. Mais voilà. En document de synthèse et avec tout ce qui a été apporté et alimenté par les différents intervenants, que nous remercions encore. Comme le disait Blandine, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre réseau régional de la commande publique. Pour ceux qui n'étaient pas présents au démarrage, on fait partie d'un réseau au national. Donc, il y a d'autres, vous trouverez la carte. Il y a d'autres aussi réseaux régionaux de la commande publique auxquels vous pouvez faire appel si vous êtes dans une autre région que l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, évidemment, le syndicat d'énergie, vous avez vu qu'ils sont très présents, ils font pas mal de choses, beaucoup de choses. Ils interviennent auprès des achats groupés, mais aussi en réduction de la consommation d'énergie et des réflexions sur les CADR et puis plein d'autres thématiques. Il y a des salons aussi qui sont là pour vous permettre de rencontrer aussi le syndicat d'énergie, la FNCCR, des experts de juristes ou techniques, et voire les deux. Donc là, on a cité le salon Energaia, mais il y en a d'autres, donc n'hésitez pas aussi à venir rencontrer les experts sur cette thématique. Eh bien, merci à tous les intervenants. Merci à vous d'avoir été présents. On espère qu'on a répondu à un minimum de questions pour que vous puissiez lancer des marchés d'électricité verte avec vos structures. N'hésitez pas à rejoindre vos réseaux, évidemment, à nous solliciter. Il y a aussi nos coordonnées, mais aussi les coordonnées de tous les intervenants. On a réussi le challenge de tenir le timing et je vous promets que ce n'était pas gagné. Donc, merci à tous les intervenants d'avoir vraiment joué le jeu parce qu'il y avait beaucoup d'informations. J'espère que tout ça a été digeste et que vraiment qu'on a répondu à vos besoins et à vos questions pour vos prochains marchés. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.